Très beau reportage sur cette saga Mazda du moteur rotatif. Avec nous, Jacques Perrault, directeur des services à la clientèle Mazda France. Alors, Jacques, les motivations à l'époque, parce que ça remonte à 67, alors il faut quand même rendre à Enessus ce qui appartient à Enessus, c'est que les premiers à y croire, c'est eux, en 64, avec un modèle de l'époque, notamment la NSU Aero 80. Mais bon, déjà, Mazda 40 ans et pas d'interruption dans cette saga du moteur rotatif. Alors pourquoi, je ne sais pas si vous le savez, mais les gens de chez Mazda se sont dit pourquoi pas se lancer dans cette aventure? Alors, ça fait partie de la genèse en fait de la marque. Aujourd'hui, Mazda a toujours été une marque d'ingénieurs et Mazda a toujours voulu se démarquer. Donc, Yamamoto à l'époque avait été attiré par ce moteur. Donc, il avait fait venir en fait un moteur. Il avait demandé à Wankel donc de faire venir à NSU de faire venir un moteur. Et puis, très curieux, il a tout de suite été intéressé par cette nouvelle technologie. Et cette technologie, elle est restée ancrée. En 1967, donc elle est restée aujourd'hui dans les gènes de la marque, elle est toujours restée. Donc en tant qu'ingénieur, et aujourd'hui on a toujours un noyau d'ingénieurs qui travaillent toujours sur ce moteur. Donc c'est véritablement dans les gènes, dans le cœur de la marque, qu'on a retrouvé tout au long de ces 40 années les développements du moteur rotatif. Alors cette saga commence avec le modèle Cosmo, très très joli coupé sport, on l'a vu dans le reportage, avec déjà des belles performances, presque 130 chevaux et quasiment 200 km/h sur circuit. C'était quoi? C'était le goût de la performance qui a fait qu'on a misé sur le moteur rotatif. Quel est l'attrait encore aujourd'hui de ce moteur? L'attrait de ce moteur, en fait, repose sur, je dirais, une première particularité. On a en plus un petit... On l'a ici, je vous expliquerai. On a, en fait, la particularité, elle est déjà mécanique. Il faut bien se placer dans cet aspect-là. C'est-à-dire que par rapport à un moteur conventionnel où on a un mouvement alternatif... C'est ça, il y a les pistons mouvement alternatif qui montent et qui descendent, qui transforment, en fait, ce mouvement alternatif, on le transforme en mouvement rotatif. Là, avec le moteur rotatif, on avait déjà... cette transformation avec un arbre direct. Donc c'est ce qui a, je dirais, attiré les ingénieurs par la compacité du moteur déjà. Et puis par rapport à un moteur classique. Par rapport à la puissance. Et la puissance et la taille. Parce que c'est vrai que si on prend le modèle d'aujourd'hui, la RX-8, la cylindrée est toute petite. La cylindrée est toute petite, c'est 2 fois 654 cm3. Et avec 2 fois 654 cm3, on arrive à sortir plus de 200 chevaux, 230 chevaux, 240 chevaux. Sans turbo. Sans turbo. Donc à l'époque, en 1967, c'était déjà une performance de sortir avec donc 900 cm3, de sortir quasiment 130 chevaux. À l'époque, il faut se replacer dans le contexte. 900 cm3, 130 chevaux, c'était une belle performance. Complètement. Alors, il y a eu après, de façon concomitante, c'était Mazda et Citroën, parce que Citroën y a cru un moment, avec notamment certains modèles comme une GS birotor, mais la première, c'était une M35, c'est une sorte d'Ami-8 avec un moteur monorotor et qui avait été créé à l'époque, la voici à l'écran, pour les grands rouleurs. Gage de fiabilité ou pas ce moteur rotatif? Il est plus fiable qu'un moteur classique? Oui, gage de fiabilité parce qu'en fait le nombre de pièces mécaniques en mouvement est moindre. Vous n'avez plus le vilebrequin, vous n'avez plus les pistons. Donc gage de fiabilité parce qu'en fait vous avez très peu, vous voyez quand je le tourne, vous avez très peu de pièces en mouvement. Alors, on va peut-être essayer de faire un plan plus large, on va le voir. Là on le voit, vous avez la caméra qui est pas loin, il faut nous montrer. Alors c'est un moteur qui n'a pas de soupape. C'est un moteur 4 temps par contre. Hein. C'est un moteur 4 temps qui fait en fait ces 4 temps en un tour. Hein, c'est-à-dire que sur un moteur conventionnel, vous faites les 4 temps en 2 tours, montée et descente de piston. Là, vous faites les 4 temps en un tour. Donc vous voyez, quand je le fais tourner, vous avez ici sur le côté en fait les bougies. Là vous allez mal orienté, on va le voir. Dans l'autre sens. Voilà, là on est bien. Voilà. Donc vous avez ici en fait les bougies tout simplement. Hein, vous avez en fait ici le rotor et à l'intérieur ce qu'on appelle le stator. Et puis en bleu et en rouge, donc les lumières latérales d'admission. Là, on ne voit plus très bien, Jacques, je suis désolé. Voilà, pardon. Hein. Voilà, non, il faut tourner encore un petit peu. Voilà. C'est les aléas du direct. On va tourner, non, la caméra va, ils vont y arriver, il n'y a pas de problème. Donc, parce que ce qui est assez sympa, parce que moi, j'en ai retrouvé de vieilles preuves des journalistes, de nos confrères des années 70, en 71, Bernard Carrat de l'Autojournal, après avoir essayé la RX3, je crois quand même qu'on a une image à l'écran, avait parlé de montée en régime enthousiasmant, d'absence de vibration, du silence marié à une docilité de tous les instants. C'est vrai que c'est un moteur qui est silencieux et qui n'a pas de vibration. Qui est silencieux, qui est très linéaire, qui n'a absolument aucune vibration. Et d'ailleurs, pour ça, les Japonais, si un jour vous visitez l'usine de fabrication, donc à Hiroshima, les Japonais seront très fiers de vous montrer un verre de cristal d'Arc rempli de Bordeaux.
et puis faire tourner ce moteur à 5000 tours minute et vous ne voyez absolument aucune vibration à l'intérieur du verre. Donc c'est un moteur tout à fait remarquable à ce niveau-là. Alors, mais, si on vous écoute, ce moteur, c'est peut-être limite la panacée. Et pourtant, aujourd'hui, il est complètement confidentiel. Alors, pourquoi ? Je crois que... Je vais demander après à nos amis d'Alpha et de chez Renault, pourquoi on ne croit pas à ce moteur rotatif ? Pourquoi on n'y croit pas ? Ça, il faut poser la question peut-être effectivement chez aux autres. Directeur marketing et Philippe de chez Renault. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est puisque vous l'avez dans vos chaînes, pourquoi vous ne l'avez pas décliné sur l'ensemble des autres modèles ? Parce qu'on a voulu effectivement le garder sur des modèles, je dirais, emblématiques de la marque. On a voulu effectivement l'associer à toute la gamme R, RX, l'associer à d'autres innovations, comme sur le RX8 avec les portes antagonistes. Donc, on recherche effectivement, c'est le porte-drapeau de la gamme, et on recherche effectivement à le mettre sur ce porte-drapeau. Et pourtant, il y a eu du volume. Hein. Je vais prendre votre défense, Jacques, parce qu'il y a quand même eu 2 millions de moteurs rotatifs. Non, mais là, c'est les chiffres, on les a cherchés. Il y a eu 2 millions de moteurs rotatifs produits par Mazda en 40 ans. Et dans les années 70, un quart de la production Mazda était représenté par du moteur rotatif. Et en 73, aux États-Unis, 92% des 110 000 modèles Mazda importés aux US étaient à moteur rotatif. Donc on y a vraiment cru un moment, on y croit moins en ce moment, aujourd'hui ? C'est pas qu'aujourd'hui on y croit moins, c'est qu'effectivement aujourd'hui, avec l'évolution, et on l'a vu dans le reportage, en fin de reportage, on s'oriente aujourd'hui vers l'environnement, l'écologie. Donc on travaille sur un moteur rotatif à hydrogène. On l'a vu à la fin qu'une RX8 qui était toute blanche là, avec un petit. Donc aujourd'hui, vous avez 7 RX8 qui tournent au Japon tous les jours, au quotidien, et qui fonctionnent à hydrogène. Donc on y croit, on continue et on le développe pour l'avenir, tout en respectant effectivement l'environnement et les normes de pollution. Pour le faire fonctionner à l'hydrogène, c'est plus facile, plus compliqué qu'un moteur classique ? Non, ça reste identique, c'est pas plus compliqué. Il a simplement fallu adapter, je dirais, l'alimentation avec des réservoirs particuliers, mais le moteur en lui-même, non, n'a pas subi de modification. Au niveau des contraintes par rapport à ce moteur, bien souvent, c'est la consommation d'huile. Parce que déjà, dans les années 60-70, ce moteur avait permis aux pétroliers de faire d'énormes progrès sur les lubrifiants. Parce que c'est un moteur qui est un petit peu un gros consommateur d'huile. Et notamment sur une RX8, il faut souvent vérifier le niveau d'huile. C'est pas un moteur gros consommateur, c'est dans la conception même du moteur et de son fonctionnement que ce moteur utilise de l'huile. Donc on ne peut pas dire qu'on consomme beaucoup plus d'huile que les moteurs traditionnels, mais c'est dans ça fait partie du principe. Ça fait partie du principe mécanique même. Et effectivement sur l'huile, vous l'avez relevé, les pétroliers ont travaillé énormément parce que quand je le fais tourner, le moteur doit être effectivement lubrifié parce qu'on fait les 4 temps en un tour. Et donc les pétroliers ont travaillé sur ce qu'on appelle un film d'huile particulièrement résistant pour ce moteur. Et aujourd'hui, la technologie fait que ça fonctionne très très bien et on a des consommations d'huile tout à fait standards. Au niveau du parc roulant aujourd'hui, parce que vous en avez quand même, j'ai cité pas mal de chiffres, vous en avez produit des moteurs rotatifs. On a une belle longévité, c'est des moteurs solides avec plusieurs centaines de milliers de kilomètres au compteur ? Écoutez, oui. Alors la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on est contacté régulièrement par des possesseurs d'RX Cosmo. Il en existe encore une en France et au Mans en plus. Qui a plusieurs centaines de milliers de kilomètres. J'ai régulièrement des clients qui m'écrivent en me disant voilà, j'ai 200 000, 300 000 kilomètres. Donc vous avez un club passionné, donc le RX Rotor Club, qui a au sein de ses membres a plusieurs véhicules avec des centaines de milliers de kilomètres sans aucun problème, donc sans jamais avoir ouvert le moteur. Dernière question, la compétition, bien sûr, il faut quand même conclure par cela. Une victoire aux 24 heures du Mans en 91 avec la 787B, moteur quadrirotor atmosphérique de plus de 700 chevaux. Et je me suis même laissé dire que sous la pression des autres constructeurs automobiles, on avait abandonné cette technologie où Mazda avait dit c'était assez mal vu. Vous aviez trop d'avance à l'époque ? C'est pas trop d'avance. C'est peut-être trop d'avance parce qu'effectivement, il fallait faire un calcul savant de cylindrée par rapport à la puissance. Donc, si je reprends aujourd'hui effectivement le moteur de la RX8, vous avez 2 fois 654 cm3, vous sortez 230 chevaux. Donc, imaginez pour la compétition ce qu'on peut arriver à sortir avec un quadrirotor. Avec un quadrirotor. Donc, c'était effectivement le sujet un peu compliqué. Il fallait faire des multiplications savantes. Et je voudrais simplement revenir pour vous préciser qu'avant la victoire du Mans, 10 ans avant, au Nürburgring, ce moteur
avait gagné donc les 24 heures du Nürburgring avec deux pilotes, donc Pierre Dieudonné et Tom Walkinshaw. Donc déjà 10 ans auparavant, cette voiture avait fait ses preuves en endurance. Et puis après, effectivement, on l'oublie, mais on a également couru en rallye, puisqu'on a eu une victoire, une 3e place, au rallye de l'Acropole. Et puis il y a eu pas mal de compétitions aux États-Unis sur RX 7. Toujours la compétition. Actuellement en Europe, on a toujours donc une coupe RX 8 en Angleterre. Et les Anglais, les Allemands aiment bien le moteur rotatif, beaucoup plus que les Français. Nos amis anglo-saxons sont férus un peu de cette technologie, c'est dans leur gène, au niveau des coupés, au niveau donc de la sportivité, se démarquer un petit peu. Donc gros succès effectivement dans les pays anglo-saxons. Bon Jacques, pourvu que ça dure chez Mazda, parce que c'est une belle originalité. Merci à vous. Merci. On passe